Alors voilà, donc nous sommes sur l'épilogue de cette journée de plénière. Voilà, donc Rupert, après avoir fait ses études secondaires en Autriche, a finalement décidé de venir en France pour finir ses études, en passant notamment par HEC et Télécom Paris, pas mal. Serial entrepreneur, sa dernière création, c'est Vertigo en 2018, dont il est CEO aujourd'hui, qui est une plateforme d'intelligence artificielle et décisionnelle. Rupert est également président de Prédilepsie, qui est une communauté internationale dédiée à l'initiation et au pilotage de projets de recherche utilisant l'IA pour détecter, prédire et prévenir les crises d'épilepsie. Il préside également Paratonnerre, une association de patients dédiée à la recherche sur le syndrome épileptique. Il est également mentor de AI for Tomorrow, une communauté qui promeut l'utilisation de l'IA sur des problématiques de santé, d'environnement et social. Et enfin, il est également contributeur d'Espérance et Algorithmes, qui est un think tank dédié à l'utilisation responsable de l'IA. Tout ça de ses hauts de 41 ans. Mesdames, vous verrez, ce n'est pas un avatar, c'est vraiment quelqu'un. Merci d'accueillir Rupert Schissel. Merci Franck. Bonjour, bonsoir. Ravi d'être là parmi vous. Où est-ce qu'on a... Ça arrive. Très content de vous parler d'intelligence artificielle après tout ce qu'on a déjà écouté tout à l'heure. Avant de se lancer dans le vif du sujet, on va se mettre en musique. Et on va commencer par un petit jeu. Je vais vous jouer 2 morceaux de musique qui ressemblent tous les deux à Beethoven. Il y a un morceau qui a été écrit par une intelligence artificielle et un deuxième vraiment par Beethoven lui-même. Qui pense que c'est le 2? Ok. Bravo. Bravo à l'équipe 1 qui a gagné. Donc vous venez d'écouter pour le morceau 1 une IA qui est écrite pour le 250e anniversaire de Beethoven en 2020 dans le cadre du Beethoven X Project, la 10e symphonie de Beethoven. Beethoven avait démarré peu avant sa mort, a commencé à drafter, comment on dirait, sa symphonie, et ça a été complété avec une intelligence artificielle encadrée par des compositeurs et des musicologues en 2020. Et le morceau numéro 2, c'était le 3e mouvement de la symphonie numéro 1. Alors, aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous parler d'intelligence artificielle. Et pour en parler, je pense que peut-être s'il y a une chose à retenir, c'est qu'il faut en parler au pluriel. Il n'y a pas aujourd'hui une intelligence artificielle qui existe. Il y en a autant que des usages, et vous en avez vu toute une panoplie déjà tout à l'heure. Et chacune est spécifique et différente. Et c'est probablement, et je spoil un peu le reste de ce qui va suivre, c'est probablement une des grosses différences avec notre intelligence humaine à nous, qui est unique. Donc, qu'est-ce qui caractérise l'intelligence ou les intelligences artificielles? Il y a plusieurs composants, il y en a 3, et c'est assez intéressant, je pense, de le résumer comme ça, parce que ça permet aussi de suivre et d'analyser la manière dont on les utilise aujourd'hui, dans la manière dont elles ont évolué dans le temps.
Et ces trois composants sont les processeurs, les machines, sans la machine, sans l'ordinateur qui est derrière. C'est des vraies machines, c'est des choses physiques. Il n'y a pas de cloud ou autre derrière le cloud, il y a des choses physiques. Sans ça, évidemment, aucun calcul ne peut tourner. La deuxième chose que vous allez voir, c'est les algorithmes. Il y a des algorithmes, pour simplifier, des programmes, hein, c'est des logiciels qui tournent sur ces machines. Jusqu'ici, machine, processeur plus algorithme, ça correspond à peu près à n'importe quel logiciel qu'on utilise depuis des dizaines et des dizaines d'années. Ce qui fait la différence entre le logiciel, on va dire, traditionnel et les intelligences artificielles, c'est le troisième composant, la data. En fait, avec les machines et les algorithmes, on va être capable d'entraîner des modèles en utilisant de la data qu'on va ingérer dans ces modèles. Donc, vous allez voir pendant tout le parcours qu'on va mener dans ces prochaines minutes que en fait, tous ces trois composants ont évolué pour nous mener à la situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui avec tous les usages et toutes les capacités assez spectaculaires qu'on est capable de produire à ce jour. Donc, on va parcourir un peu l'historique de ce qui s'est passé depuis le début, parce que l'IA n'est pas du tout récente, et je trouve que c'est toujours intéressant de savoir d'où on vient, avant de se lancer dans une deuxième partie sur les prochaines étapes qui vont suivre, avec un focus sur ce qui va se passer dans votre métier à vous, et dans une dernière phase, de comprendre comment on va faire ce chemin, quelles sont les choses auxquelles il faut faire attention pendant ce chemin, et comment nous, vous, moi, on va s'intégrer dans tout ça, quelle va être notre place dans ce nouveau monde qu'on est en train de construire. Dans lequel... Ah si, les beepers marchent. Donc, une brève histoire de l'IA. Tout commence, vous avez peut-être déjà vu cette bande-là, en 1956, pendant l'été. Il y a quelques mathématiciens, des programmeurs qui se retrouvent à Dartmouth, sur la côte est des États-Unis, et qui se posent pour la première fois la question si on n'était pas capable, avec des machines, donc avec des processeurs et des algorithmes, de reproduire l'intelligence humaine ou les différentes tâches spécifiques que l'intelligence humaine est capable de produire. Donc il y a l'un de ces participants, John McCarthy, qui sort cette phrase qui dit que l'intelligence artificielle est la science de la construction d'une intelligence machine capable de penser comme les humains. Et je pense que la grosse erreur, en fait, et qui fait qu'on a tous un peu peur aujourd'hui, a commencé à ce moment-là. Parce qu'il aurait dû appeler ça pas intelligence artificielle, mais peut-être automatisation maligne ou quelque chose comme ça. Parce que, comme on vient de l'entendre, il n'y a rien de très intelligent, et d'autant plus ce n'est pas artificiel. Le côté artificiel donne un peu une connotation d'anthropomorphisme à la machine, alors qu'elle était déjà extrêmement loin des humains à ce moment-là. Elle reste toujours très loin aujourd'hui. En revanche, ce qui s'est passé d'intéressant à ce moment-là, ou dans les quelques années qui ont suivi, il y a le premier neurone artificiel qui en est sorti. Vous voyez ici à gauche un neurone humain typique. On en a à peu près 85 milliards dans notre tête, qui reçoit des impulsions électriques et qui, en fonction de l'impulsion et en fonction de sa constitution, renvoie d'autres impulsions. Et en fait, ces chercheurs-là, ils se sont dit, on peut reproduire la même chose avec des neurones artificiels, où il y a un petit programme à l'intérieur qui, en fonction du signal qui arrive, va renvoyer un autre signal. Et si on met tout ça en réseau, normalement, on devrait être capable de faire ce que fait notre cerveau. Bon, il se trouve que ça n'a pas très bien marché. Cette conférence a plutôt été considérée comme un échec. Il y a toujours eu des engouements, des hauts et des bas ensuite dans les années qui ont suivi autour de ce sujet d'intelligence artificielle. Il y a une phrase intéressante qui a été prononcée par Marvin Minsky en 1970. Dans 3 à 8 ans, nous aurons une machine dotée de l'intelligence générale d'un être humain moyen. Donc, comme vous le savez, aujourd'hui, ce n'est toujours pas le cas. On n'a pas ça. À peu près chaque année, ça recule entre 10 et 40 ans en fonction des scientifiques
Il y a un vrai consensus scientifique qui est établi, où on interroge des milliers de chercheurs pour savoir quand est-ce qu'on aura une intelligence générale. Et donc, au fait, pendant des années, il ne se passe pas grand-chose, enfin, de notre point de vue aujourd'hui, mais en réalité, en fait, les 3 composants que vous avez vus avancent. C'est-à-dire que, enfin, surtout les 2 premiers, on continue à améliorer les processeurs. Les processeurs deviennent plus petits, plus rapides, plus performants. Les algorithmes évoluent. Beaucoup des algorithmes qu'on utilise aujourd'hui dans nos IA datent de cette époque-là. Il y en a vous utilisez aujourd'hui sur vos téléphones et dans vos logiciels au quotidien des algorithmes qui ont été écrits dans les années 70 qui mathématiquement sont optimaux, donc ils n'ont pas été remplacés depuis. Donc tout ça a progressé jusque nouveau gros événement dans les années 90, milieu des années 90. L'intelligence artificielle revient sur le devant de la scène quand Garry Kasparov perd contre Deep Blue, machine d'IBM, aux échecs. Et donc là, évidemment, c'est très spectaculaire parce que les échecs, c'est considéré comme une activité qui demande beaucoup d'intelligence. Et donc, si le meilleur humain aux échecs perd contre une machine, bah, ça fait du bruit. Donc il se trouve qu'effectivement, techniquement, c'était une prouesse. C'était une machine qui était entraînée, enfin, même un réseau de machines. C'était un des premiers réseaux au fait, de clusters d'ordinateurs qui ont joué contre Kasparov. Elle a été très performante. Elle était très performante aux échecs, mais dans pas grand-chose d'autre, ce qui fait que à la fin, ça reste une belle technologie, mais ça n'a rien à voir avec l'intelligence. En revanche, ce que je trouve assez intéressant, toujours dans cet exemple, c'est que depuis ce moment-là, plus jamais un homme a gagné contre une machine aux échecs. En revanche, aujourd'hui, il y a des compétitions d'échecs hybrides où on fait affronter des couples hommes, des binômes hommes-machines contre d'autres binômes hommes-machines ou contre des hommes ou contre des machines. Et il n'y a jamais aucune machine qui bat un bon binôme homme-machine. Et je trouve que ça donne pas mal d'enseignements sur la manière dont on doit voir dans les prochaines années l'utilisation des différentes intelligences artificielles pour nous. Il y a encore quelques années qui se passent, et puis il y a Google qui arrive 2 ans plus tard, et Google commence à travailler dans sa mission même, à travailler sur le 3e composant de l'IA, la data. Leur mission initiale, elle n'a pas beaucoup changé depuis, c'était organiser la data disponible dans le monde. Et donc ils accumulent de la data, ils accumulent du texte, ils commencent à accumuler des images. Et à ce moment-là, il commence à y avoir beaucoup d'images disponibles sur Internet. Et puis les réseaux de neurones, avec les machines qui ont bien évolué, les algorithmes et les machines vont pouvoir être utilisés pour utiliser cette data. Donc j'ai mis ici les chats, parce que c'est un vrai exemple qui a été utilisé à l'époque. Il y a des papiers de recherche qui ont été rédigés sur la base d'images de chats, parce que déjà à l'époque, il n'y avait pas encore Instagram, mais les gens aimaient partager des images de leurs chats. Et donc, il n'y avait pas particulièrement beaucoup d'images de chats qui étaient disponibles. Et les chercheurs ont commencé à travailler là-dessus et ont commencé à classifier les chats. Et donc, les premiers réseaux de neurones d'exploitation d'images ont été entraînés là-dessus. Donc là, on est au début des années 2000. Il se passe un peu de temps, donc là, deep learning avec les réseaux de neurones, il se passe un peu de temps où nouveau choc dans le monde de l'IA. Deep Blue, IBM a été remplacé par le nouveau IBM des années 2010, des années 2000, c'est-à-dire Google. Donc là, c'est Google DeepMind qui a repris les rênes et qui bat avec sa machine, l'Icedol, qui est complètement détruit au jeu de Go. Et donc là, le jeu de Go, entre les échecs, ça a été considéré comme la dernière bastion où jamais une machine pourrait y arriver parce qu'il y a tout simplement mathématiquement beaucoup trop de combinaisons possibles pour qu'une machine apprenne à les gérer tous. Il y en a 10 puissance 200, donc c'est 10 et 200 zéros derrière. Donc ça fait vraiment un grand nombre, donc on ne peut pas les stocker dans la machine. En revanche, il y a des nouvelles technologies, des nouveaux algorithmes qui ont été développés, notamment des algorithmes où des machines jouent
contre d'autres machines au Go. Et ils ont joué des millions, des dizaines de millions de parties qui ont fait qu'une machine est devenue très performante au Go et a réussi à battre le champion. Ce qui est dans cette image, plus on voit qu'il se tient la tête dans cette image, très spectaculaire, et ce qui m'impressionne toujours et qui est aussi toujours intéressant quand on travaille dans mes activités associatives sur les sujets du cerveau, c'est que notre cerveau à nous, il utilise à peu près 20-30 watts en termes de consommation d'énergie, alors que cette machine-là a été composée de 2000 CPU et 300 GPU. Nos CPU, des processeurs classiques, et 300 GPU, donc des processeurs graphiques qui viennent du jeu vidéo, qui sont très en vogue aujourd'hui, et ce qui consomme à peu près 440 000 watts. Donc vous pouvez faire le 22 fois plus. 440 000 watts, 440 kilowatts, pardon. Mon cerveau est trop ralenti. Et donc, en fait, finalement, c'est une prouesse technologique qui est intéressante, mais une fois de plus, on est à des années-lumière quand on compare en fait la capacité de ce jeune homme qui joue très bien au Go avec très peu de consommation d'énergie, qui a réussi à gagner un match sur 5 d'ailleurs. Il a gagné une fois contre cette machine. Finalement, c'est comme si on faisait courir un coureur de 100 mètres contre une voiture de course. C'est une comparaison qui, en soi, en fait, quand on regarde ce qui se cache derrière, n'a pas énormément de sens. Donc 2016, il se passe aussi autre chose. Il y a les premiers générateurs d'images qui arrivent. On lutte beaucoup avec ça aujourd'hui. Pour moi, c'est un des plus gros problèmes, des plus grosses menaces qui pèsent sur nous, notamment sur la sécurité informatique dans les prochaines années. Le premier site qui sort, c'est Disperson, on voit un des premiers, dispersondoesnotexist.com, qui existe toujours. Donc vous pouvez générer des images de personnes qui n'existent pas avec des technologies. Vous rentrez l'âge, l'ethnicité, le sexe, etc. Et ça va générer de très belles images. Vous pouvez en faire autant que vous voulez. Et en même temps, ce monsieur-là, Sam Altman, qui, avec d'autres, crée OpenAI, qui au début, donc ça fait 8 ans déjà, le fondateur après de ChatGPT, mais avant ça de plein de GPT différents, parce qu'il y avait toute une succession et c'était assez open encore au début, ça allait devenu beaucoup moins depuis, notamment depuis l'entrée au capital de Microsoft, pour permettre une intelligence artificielle avec déjà la vision. Donc il en parle au singulier, une intelligence artificielle qui est au service de l'humanité et qui est ouverte et partagée par tout le monde et maîtrisée. Donc c'est à la fois très rassurant, mais en même temps ça fait très peur parce que s'il y a des gens qui disent qu'il faut qu'on développe ce genre de technologie, c'est qu'en même temps il y a peut-être une menace que quelqu'un d'autre développe quelque chose qui va à l'encontre de ça. Et ChatGPT, qui sort de OpenAI 2022, fin 2022-2023, avec la première technologie à atteindre 100 millions d'utilisateurs en quelques jours. Donc il y a une vraie rupture. Donc vous avez ici les courbes de croissance en termes de nombre d'utilisateurs. Donc vous voyez que en fait il y a cette combinaison d'un processeur, enfin d'une machine ou d'un algorithme très puissante, un modèle très puissant, avec une interface qui est extrêmement simple. C'est une interface de chat qui peut être utilisée par n'importe qui, sans aucune formation, a fait qu'il y a un vrai engouement autour de cette technologie qui s'est déployée et qui a mené à ce succès dont jusqu'ici ils ne sont pas détrônés, même s'il y a d'autres prétendants maintenant, on va en parler dans quelques secondes, qui existent. On a déjà rapidement parlé des LLM, mais je trouve que c'est toujours intéressant de rentrer. Là, c'est la seule slide un peu technique, mais je pense que c'est intéressant parce qu'on en parle tellement aujourd'hui au quotidien de ces large language models, de comprendre dans les grandes lignes comment ça marche. Globalement, quand vous avez un LLM, donc ce modèle de langage qu'on entraîne aujourd'hui pour faire pas mal de choses, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on ingère d'énormes quantités de textes qui vont être interprétés
par un algorithme qui va développer des variables. GPT-3 avait à peu près 100 milliards de variables qui ont été entraînées. Le dernier GPT-4, donc de paramètres, le dernier GPT-4 a 100 000 milliards de paramètres. Et au fait, ce que ça fait, c'est que ça comprend en quelque sorte la corrélation entre tous les mots, de tous les mots entre eux. Donc comment un mot globalement va se positionner par rapport à d'autres. Ici, c'est expliqué de manière un peu simplifiée que évidemment là va toujours être, aura plus de probabilité à se retrouver devant vitrine que le. Donc, et puis, en fait, on calcule des distances dans tous les sens entre les différents mots. Et puis, en fait, finalement, avec de la force brute, c'est pour ça que ça consomme beaucoup d'énergie, bah, il va reproduire, calculer des probabilités d'enchaînement de mots qui lui paraissent le plus pertinent dans un contexte global. Donc, c'est globalement le fonctionnement du LLM, c'est-à-dire que il y a d'autres technologies maintenant de logique, des couches de logique qui ont été rajoutées, mais globalement, c'est un peu le fonctionnement. Donc un LLM, un ChatGPT, quand vous lui posez une question, au moment où il écrit un mot, il est en train de calculer le mot qui va suivre. Il ne le sait pas d'avance. Ce qui est très différent, en tout cas pour la plupart de nous, qui réfléchissent avant de parler. Donc ChatGPT, vous l'avez ici au milieu. Donc, comme je disais, il y a aujourd'hui pas mal d'autres technologies qui existent, qui utilisent des large language models. Je trouve qu'un des plus intéressants, c'est le deuxième, qui est d'ailleurs aussi assez effrayant, qui est Character AI, qui est le deuxième plus utilisé en termes de visite, qui permet en fait de générer des personnages sur la base de critères. Donc vous pouvez créer des personnages historiques ou des amis virtuels, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez aussi avoir des conversations avec des personnages que d'autres personnes ont créés. Et ce qui est très intéressant avec ça, c'est que finalement ChatGPT est toujours le leader en termes de visite, en termes de nombre d'utilisateurs. En revanche, si on regarde le temps passé sur ces solutions, Character AI est devant. Et de loin, d'ailleurs, je crois qu'ils font 4 fois plus de temps, parce que les utilisateurs de Character AI passent énormément de temps à converser avec les agents virtuels. Donc voilà d'où on vient. On a résumé 70 ans quasiment en quelques minutes. Les processeurs ont évolué, les algorithmes ont évolué, la data a évolué. Donc, quels sont les pronostics pour les prochaines années à partir de ce que vous connaissez, vous avez déjà eu un avant-goût là de ce que les différents éditeurs sont en train de préparer. J'ai résumé 5 grandes tendances qu'on voit aujourd'hui émerger et qui vont arriver dans les 2 à 5 prochaines années. Bon, ça fait un peu boule de cristal, mais c'est vraiment des technologies qui sont matures ou quasi matures et qui paraissent transformantes sur l'activité dans laquelle vous situez, c'est-à-dire une expertise comptable, l'audit, etc. La première tendance, et vous l'avez vu tout à l'heure, évidemment, c'est le chat. Mais pas seulement le chat comme un espèce d'assistant que vous allez trouver en bas à droite de votre écran, que vous pouvez interroger en plus de ce que vous faites habituellement, mais le remplacement de l'ensemble des interfaces telles que vous les connaissez aujourd'hui par du langage naturel. Donc aujourd'hui, ça va prendre un peu de temps, notamment pour les éditeurs un peu anciens. Ça va d'ailleurs faire rentrer de nouveaux éditeurs sur le marché, parce que pour mettre du chat au-dessus d'un logiciel, il faut restructurer, pour recomposer l'architecture d'un logiciel. Donc, pour les legacy, ceux qui sont là depuis 20 ans, ça va être compliqué. Donc, ça va ouvrir des portes, des opportunités pour de nouveaux. Mais dans 5 ans, vous utiliserez tous des logiciels où il y a du chat en premier front-end, dans lequel vous demandez ce que vous avez envie de faire, vous cherchez vos fichiers, vous produisez vos résultats, vous interprétez, vous générez vos visualisations. Et vous aurez beaucoup plus de possibilités, parce que les éditeurs derrière n'auront en quelque sorte que à gérer l'intelligence qui se cache derrière le chat. Ils n'auront plus besoin de réfléchir à une interface d'utilisation avec des boutons à droite, à gauche, et vous n'aurez plus besoin de former de nouveaux
des employés à un nouveau logiciel, vous leur donnez accès à une interface et de manière naturelle, vous pouvez être capable de l'utiliser, de s'auto-former, de s'auto-documenter. Donc là, il y aura un changement assez radical dans l'usage de l'ensemble des logiciels que vous utilisez aujourd'hui. La deuxième tendance, c'est les instructions vocales qui naturellement vont se superposer au chat parce qu'à partir du moment où vous pouvez écrire avec une machine, vous pouvez aussi lui parler. Ça commence à parler, je ne sais pas qui parmi vous utilise la fonction chat de GPT, mais ça a énormément de succès. Il y a des bonnes statistiques d'usage sur ces technologies. Vous pouvez aujourd'hui avoir une conversation déjà assez fiable avec ce modèle. Et donc, ça peut évidemment faciliter l'usage parce qu'on n'a plus nécessairement besoin d'écrire et se concentrer à ce qu'on fait, mais avoir un usage plus naturel avec le modèle qui va produire les résultats qu'on a demandé. La tendance numéro 3, et celle-là, elle est assez forte. Je crois que ça a été rapidement mentionné tout à l'heure, mais c'est la mise en réseau de différents LLM. Aujourd'hui, vous avez des LLM, ces modèles GPT, Claude, etc., qui sont assez généralistes, qui font pas mal de choses. Mais là où ça va vraiment devenir intéressant, c'est quand on va spécialiser ces modèles-là sur différentes tâches et les mettre en réseau pour leur donner pour qu'ils puissent chacun travailler sur le sujet sur lequel ils sont meilleurs. Donc vous allez avoir des modèles qui vont être capables de faire de l'analyse de données, d'autres qui vont être capables d'interpréter des fiches de paye, d'autres qui vont être capables de produire des visuels et d'autres qui vont être capables de produire un contenu juridique et argumenté avec un client, par exemple. Et ces logiciels-là, ces agents-là vont être supervisés par un agent superviseur avec lequel vous êtes interfacé, vous interagissez. Et ce superviseur, il va s'occuper à organiser le résultat pour vous et va produire le bon résultat pour que vous n'ayez pas besoin de gérer vous-même les différentes équipes. C'est une espèce de team member hyper spécialisé artificiel. La deuxième chose qui va se rajouter là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, en quelque sorte, les modèles que vous utilisez travaillent en huis clos. C'est-à-dire qu'ils ont connaissance des données qui ont été ingérées pour développer le modèle, mais ils n'ont pas vraiment connaissance de la réalité de ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez sur ChatGPT, vous demandez un cours de bourse, il ne saura pas vous le donner. Et plein d'autres choses, si vous dites envoie un mail aux impôts, il ne saura pas le faire. Là, ces agents-là, ils vont être capables de naviguer. Il y a des agents qui arrivent, qui vont être capables de naviguer sur le web, trouver des informations, exécuter des tâches, envoyer un mail, remplir un formulaire, et le superviseur va être capable de trouver à la fois des bonnes informations auprès des experts, auprès des agents experts, et avoir d'autres experts qui, eux, peuvent naviguer sur le web beaucoup plus vite que nous et exécuter les tâches à notre place. Donc ça va prendre un certain temps. Les technologies aujourd'hui sont globalement là pour faire ça. Ça va prendre un certain temps, essentiellement dû au fait que les technos, les éditeurs, les sites web vont devoir s'adapter au fait que ces agents-là arrivent chez eux. Et d'ailleurs, il y aura un gros enjeu pour ces éditeurs parce que ceux qui iront sans doute plus vite dans l'adaptation auront de l'avantage quand c'est pour être accessible à ces agents. On a longtemps parlé de l'accessibilité pour le monde du handicap, en quelque sorte. Là, on donne de l'accessibilité à des machines. Tendance numéro 4, l'analyse des données. Ça commence doucement. On a entendu plein de fois aujourd'hui que l'IA n'est pas fiable. Moi, je ne serais pas aussi catégorique que ça. Je pense qu'elle n'est pas fiable quand on demande des choses, quand on pose des questions à des réseaux généralistes. En revanche, quand on fait travailler un réseau généraliste avec un agent qui a accès à des données spécifiques et qui a les connaissances pour interpréter ces données-là, il peut être bien plus fiable que ce qu'aujourd'hui un data analyst ou autre sera capable de produire.
Un exemple dans la médecine encore, vous avez aujourd'hui un consensus absolu sur l'interprétation de l'imagerie où les machines ont de loin dépassé les capacités humaines dans ce domaine. Aux États-Unis, la formation de radiologue aujourd'hui est très difficilement remboursée par un prêt bancaire, est très difficilement finançable par un prêt bancaire parce que les banques n'aiment plus financer ce métier parce qu'il y a une grosse partie du métier qui risque de se transformer. Et dernier trend, les modèles spécifiques. J'en ai déjà rapidement parlé. Aujourd'hui, vous avez grosso modo en grande partie des modèles très généralistes. Ce qui n'a pas énormément de sens parce qu'aujourd'hui vous utilisez un ChatGPT pour vous lui demander des informations légales, comme on l'a vu tout à l'heure, de l'interprétation sur un texte juridique. Et ce même modèle, il est aussi expert en recettes de cuisine. Et à chaque fois que vous demandez un texte juridique, derrière vous consommez en fait l'énergie d'un modèle qui a été entraîné pour des recettes de cuisine. Donc ça, c'est pas du tout rentable dans le temps, ni en termes d'écologie, ni en termes de coût d'entraînement, ni en termes d'interprétation, d'interrogation de ces modèles. Et ce n'est pas non plus optimal en termes d'efficacité, parce qu'on serait beaucoup plus percutant à entraîner des modèles de biomédecine, de finance, de droit, sur des modèles, sur des données spécifiques, en donnant évidemment le contexte global du langage, etc., qu'on doit continuer à donner. Et là, on va être beaucoup plus efficace, notamment quand on va mettre ces modèles-là en réseau. Voilà le chemin qu'on va parcourir à assez court terme. En tout cas, c'est mon pari à moi. On pourra se revoir dans 5 ans pour voir ce qui se sera passé. Maintenant, les difficultés qu'on va rencontrer sur ce chemin. La première difficulté, et on est en train de la surmonter, là j'étais plutôt pessimiste il y a quelques années encore, c'est l'explicabilité. L'explicabilité, elle concerne les différents composants globalement des modèles, donc expliquer la data qui est utilisée pour produire une réponse, expliquer la réponse même, une prédiction par exemple qui a été produite par le modèle, et expliquer les algorithmes qui ont été utilisés. Donc il y a 3-4 ans encore, il y avait des voix qui disaient que les étudiants de médecine doivent tous absolument devenir data scientists avant tout, avant d'étudier la biologie, avant d'étudier la chimie et l'anatomie, parce qu'ils vont devoir être capables de comprendre les outils avec lesquels ils vont poser des diagnostics devant leurs patients dans quelques années. Aujourd'hui, tout ça a été un peu balayé par l'arrivée des LLM parce qu'on est maintenant capable de fournir en fait de l'explicabilité à des utilisateurs grâce à la génération de langage. C'est-à-dire qu'on a des machines maintenant qui peuvent comprendre le langage des machines pour le rendre compréhensible par des arguments, par des humains. Donc on est passé dans un monde où l'argumentation est devenue importante. Donc si on reprend l'exemple des médecins, on est dans un monde dans lequel la machine va expliquer au médecin son interprétation de la radio, de l'échographie, de la même manière qu'un collègue radiologue, par exemple, pourrait le faire, et de manière convaincante. Et donc la personne qui reçoit ce diagnostic, elle n'aura plus qu'à l'utiliser, quelque sorte, à l'appliquer. Elle n'aura plus besoin de comprendre réellement comment elle a été produite. Parce qu'en fait, l'explicabilité et la fameuse peur de la black box dont on parlait encore il y a quelques années, elle nous concerne aussi, nous, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est tous confrontés à des collègues qui nous expliquent quelque chose, et s'ils nous donnent pas, ou qui nous donnent une décision, si derrière cette décision, ils ne nous proposent pas de raisonnement un peu logique, on va se méfier de cette décision, on va peut-être pas vouloir l'appliquer. Et il se passe la même chose avec les machines. Donc ce problème-là, il va être, je suis assez optimiste qu'il sera résolu rapidement. Le deuxième problème qu'on rencontrera et qu'on rencontre déjà beaucoup, c'est les biais. Celui-là, il va être beaucoup plus difficile et on va devoir se poser de vraies questions là-dessus.
Le biais, c'est par exemple ça. L'hôpital est le lieu le plus dangereux au monde. C'est vrai si on considère qu'un lieu dangereux, c'est un lieu dans lequel beaucoup de gens se retrouvent en difficulté, beaucoup de gens meurent. C'est pas nécessairement vrai dans l'absolu. C'est-à-dire, ça dépend vraiment de la donnée contextuelle qu'on utilise pour produire cette affirmation. Vous avez aussi ce biais-là où la consommation par tête de fromage est très fortement corrélée au nombre de personnes qui s'étouffent dans leur drap. Et ça peut arriver si vous injectez des données dans un modèle sans vraiment donner du contexte au modèle et sans décrire par ailleurs où se trouvaient ces personnes et pourquoi ces personnes-là se sont étouffées dans leur drap. Et dans le monde réel, ça a des conséquences assez importantes. Vous avez ici un biais typique raciste, qui est une erreur qui a été produite par personne d'autre que les ingénieurs de Google il y a quelques années. La plupart des biais aujourd'hui sont soit racistes, soit sexistes, soit sociodémographiques. Tout simplement parce que les gens qui produisent aujourd'hui ces modèles-là sont des hommes blancs de bonne situation sociale. Et donc, comme par nature, de par leur situation personnelle, ces ingénieurs sont biaisés, ils vont ingérer, ils vont nourrir des modèles avec des données qui ne sont pas nécessairement représentatifs de l'ensemble des utilisateurs qui, derrière, vont consommer les résultats de ces modèles. Ça a des impacts, évidemment, sur la médecine. Autre biais raciste ici, c'est assez facile à trouver. Il y a plein d'exemples sur Internet. Et c'est extrêmement compliqué à traiter. Ici, un dernier qui a déjà quelques années, mais qui a toujours... Enfin, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont suivi cette affaire, mais c'était assez passionnante, où Microsoft a lancé son IA sur Twitter. Et cette IA a exclusivement appris à discuter, à échanger sur Twitter grâce aux tweets qu'elle a lus auparavant sur Twitter. Donc, comme vous le savez, Twitter, ce n'est pas le lieu le plus consensuel et le plus sympathique qui existe. Donc cette IA est devenue en moins de 24 heures raciste, homophobe, ultra-violente, nazie. Et ils ont dû l'éteindre vraiment avant 24 heures. Ils ont refait un deuxième essai et ça a échoué à nouveau. Donc là, pareil, ce biais-là, depuis, a été plus ou moins, là, on est vraiment dans un cas extrême. Ça a été traité parce que ils ont fourni, dans le GPT par exemple, ils ont fourni du contexte par ailleurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les données de Twitter dans le ChatGPT, heureusement. Il y a aussi d'autres données qui font que le modèle devient un peu plus consensuel. Ce qui nous mène au troisième problème. On y va par ordre de gravité, hein. en croissance. Le troisième problème, c'est le problème de la vérité. Parce que, à la fin, qui va décider ce qu'on va mettre comme données dans le modèle? C'est une vraie question. Qu'est-ce qui fait qu'on considère quelque chose est biaisé? On n'a peut-être pas tous ici dans la salle le même avis, hein. Il y en a peut-être qui vont dire que non, c'est pas très grave si c'est homophobe, par exemple. Donc là, ce qui s'est produit là-dessus, ça c'était il y a quelques mois, vous pouvez taper sur Google, est-ce qu'un œuf peut fondre? Et Google répondait oui, tout à fait. Il suffit de le mettre très précisément avec les instructions, il suffit de le mettre au four pendant X minutes à 45 degrés et progressivement, il faut attendre et il va fondre. Il y a des gens, donc ça fait un peu le buzz parce qu'évidemment, si Google dit ça, ça fait du bruit. Donc les gens ils ont commencé à chercher pour savoir ce qui se passait. Et ils ont trouvé que en fait, Google s'alimentait d'une information qui venait de Quora, qui lui a enrichi. Vous voyez, Quora, c'est un espèce de site dans lequel des gens posent des questions et d'autres personnes répondent. Sauf qu'ils ont eu la bonne idée maintenant d'ajouter pour augmenter le nombre de contenus sur Quora, ils ont eu la bonne idée de mettre des bots qui répondent aux questions. Et donc là, il se trouve qu'un bot a répondu qu'un œuf pouvait fondre et donner les instructions pour le faire. Et Google a diffusé ça à ses utilisateurs. Et cette question de la vérité, elle va plus loin sur différents sujets.
un des gros sujets, c'est le deepfake. Là, j'ai mis le deepfake sous forme d'image, mais vous allez avoir le deepfake, on l'a déjà, hein, sous forme de voix, sous forme d'écrit. Et ça pose des problèmes immenses pour la sécurité informatique, parce qu'aujourd'hui, plus rien vous empêche de vous faire passer pour un collègue avec sa photo, sa vidéo qui bouge, avec sa voix qui a été parfaitement enregistrée pour demander un mot de passe ou une aide ou un virement bancaire à quelqu'un d'autre. Et très franchement, ça va être très compliqué. On aura un vrai souci de vérification de l'identité qui va être lié à ça. Le deuxième sujet assez grave qui est lié à ça, c'est l'interprétation même de la vérité. Parce que la vérité, avec un grand V, elle est assez facile à trouver quand il s'agit de faire fondre un œuf ou pas. Encore, peut-être qu'on n'est pas tous d'accord là-dessus. Par contre, ça commence à être plus compliqué quand on parle de religion, quand on parle de morale, de philosophie, de droit de la femme, etc. Où là, les opinions sont plus clivantes et la vérité est peut-être plus totalement unique. Et donc, il y a une vraie responsabilité pour les personnes parce que c'est des vraies personnes hein, qui font les modèles, qui vont sélectionner les datas, qui vont faire que ces modèles répondent d'une certaine manière, pour sélectionner, trier les données qui produisent cette vérité que le modèle va avoir. Aujourd'hui, comme on a vu, il y a des centaines de millions d'utilisateurs sur ChatGPT. Ils reçoivent, quand ils posent une question à ChatGPT, la vérité de ChatGPT. Et on peut tous se poser la question si c'est ça qu'on veut nous recevoir comme vérité, et si c'est ça qu'on veut consommer au quotidien aussi d'ailleurs dans nos logiciels. Bon, s'il s'agit de remplir une fiche de paye, peut-être que la vérité elle va être moins risquée, il y a moins de place à l'interprétation. Si on est sur des textes juridiques, peut-être que ça commence à être un peu plus compliqué. Numéro 4, l'impact environnemental. On m'avait dit que c'était pour mettre la bonne ambiance à la fin. Donc on a vu que derrière tous ces modèles-là qu'on utilise, il y a des vraies machines. C'est des machines physiques qui existent à un endroit, qui ont été construites et qui consomment de l'électricité pour les entraîner et surtout, de plus en plus, pour être interrogées. Donc on parlait beaucoup de la consommation dans une recherche sur Google il y a quelques années. Là, on est dans des dimensions beaucoup plus élevées. C'est-à-dire que quand vous recherchez votre recette de cuisine, je ne pourrais pas vous donner le chiffre exact, vous le trouverez facilement, mais c'est des consommations qui sont décuplées par rapport à une simple recherche Google. Donc c'est assez conséquent. D'ailleurs, en termes de coûts, aujourd'hui, c'est un vrai sujet encore pour des grosses entreprises comme OpenAI qui n'ont pas encore résolu ce problème du financement. Et je ne suis pas très inquiet qu'ils arrivent à le faire, mais en tout cas, aujourd'hui, ils en parlent pas mal. Et vous voyez comment en fait, la consommation des processeurs a évolué au fil du temps. Pour ceux qui, comme moi, étaient à l'école primaire dans les années 80, on parlait de la loi de Moore, qui globalement consistait à doubler la capacité de calcul à peu près tous les 2 ans. Donc ça, c'est de la droite que vous voyez. Vous voyez derrière qu'à partir de l'ère de deep learning, l'arrivée des chats, là, dont on a parlé tout à l'heure, la courbe s'est accélérée. On était à un doublement des capacités, notamment avec l'arrivée des GPU, des Graphical Processing Units qui viennent des jeux vidéo, en moins d'1 an. Et ensuite, on a eu un nouveau gap dans la large scale era, et donc depuis 2016, avec les gros réseaux d'entraînement de modèles, qui a encore fait x1000 par rapport à la consommation nécessaire. Enfin, en termes de calcul, nombre de calculs, moi je fais la transformation directe avec la consommation électrique, mais c'est pas très loin, depuis 2016. Donc j'ai dit tout à l'heure, 100 milliards de paramètres pour GPT-3, 100 000 milliards pour GPT-4, et la consommation nécessaire pour entraîner ce modèle est à peu près proportionnelle à la taille du modèle que vous allez, la complexité du modèle que vous allez entraîner. Et donc là, il y a l'exemple d'un modèle, une publication qui a été faite par Meta, parce que depuis GPT-4, OpenAI ne communique plus sur la consommation des modèles. Il y a sans doute une raison.
Ce dernier modèle de Meta consommait à peu près 80 jours, 80 années de consommation d'un ménage, un ménage américain moyen. Et on est à 65 000 paramètres. Donc je répète, 65 milliards de paramètres, alors qu'aujourd'hui c'est 100 000 milliards. Donc ça c'est la capacité de calcul avec la consommation. Mais derrière vous avez du hardware. Ici vous voyez le processeur A100, c'est le processeur, le GPU qui est le plus utilisé, enfin un des plus utilisés aujourd'hui, qui est extrêmement demandé. Il y a des guerres pour obtenir, enfin des guerres financières entre entreprises pour obtenir ces processeurs-là, parce que qui a plus de processeurs a plus de capacité de calcul, peut plus rapidement entraîner les modèles. Ce qui a fait exploser, pour ceux qui suivent la bourse, le cours de Nvidia, qui est le principal producteur de ces processeurs. Donc impact évidemment géopolitique. Tous ces processeurs-là, pas tous, mais sont en grande partie produits à Taïwan, ce qui explique que la Chine commence à s'intéresser un petit peu plus ces dernières années, entre autres, à cette île. Et ils sont produits à partir de matières qui, entre autres, proviennent de terres rares et qui sont pas simples à exploiter et très coûteux en termes, enfin surtout en termes de coût environnemental à exploiter. Voilà. Et sans ça, sans l'électricité et sans ce matériel-là, tout ce dont on est en train de parler ne marcherait pas. Numéro 5, c'est la partie réglementaire. Donc ça, c'est très européen de s'occuper de ça. Les Américains ont une vision un peu plus libérale là-dessus, mais pas tous non plus. La Californie qui a une position un peu à part. Mais ici, vous voyez un tableau de Jason Allen qui s'appelle Théâtre d'opéra spatial, qui est un des premiers tableaux à avoir gagné un prix. En fait, c'est un concours photo, en fait, qui a gagné un prix dans un concours photo dans lequel il n'y a que non artificiels, quoi, non appuyés par l'intelligence artificielle. Et donc, Jason Allen a soumis cette photo et il a gagné un prix. Et donc, non seulement derrière, bon, il a été critiqué parce qu'il a généré artificiellement ce tableau, qui a beaucoup gagné en valeur depuis que c'est sorti, depuis que la presse en a parlé d'ailleurs. Mais en plus, il a essayé derrière de déposer le brevet de protéger le droit d'auteur sur ce tableau. Et l'Institut de protection des droits d'auteur des États-Unis ne lui a jamais donné l'autorisation. Donc il n'a jamais eu le droit d'auteur. Donc aujourd'hui, c'est reproductible librement. Tout simplement parce qu'ils ont considéré que ce n'était pas sa propriété qui se retrouvait dans ce tableau. Donc il a essayé de justifier en disant qu'il a passé des heures à retravailler avec Photoshop, etc., et que c'était bien son œuvre de lui-même. Et aujourd'hui, le législateur américain considère que ce n'est pas lui qui a produit cette œuvre, c'est que d'autres auteurs qui l'ont produite, et que des machines se sont entraînées sur ces autres œuvres pour ensuite produire ça. Et là, on rentre dans un vrai dilemme parce que, à la fois, on peut se poser la question sur la propriété au fait de tout ce qu'on produit, ce qu'on a vu tout à l'heure, des textes, tous les textes, les emails qu'on envoie à quelqu'un. Est-ce que je suis vraiment propriétaire du mail que je viens d'envoyer? Sinon, si je ne suis pas propriétaire, est-ce qu'on peut me poursuivre pour ce que je viens d'envoyer parce que j'ai violé des droits d'auteur? Donc ça, c'est un sujet. Et puis après, il y a l'autre sujet qui fait que c'est difficile au fait à trancher, c'est la création ex nihilo. Est-ce qu'aujourd'hui, à partir de quand on devient créateur de quelque chose? C'est-à-dire que quelque part, Beethoven, quand on l'a écouté au début, avant d'écrire sa première symphonie, il a écouté probablement un certain nombre d'autres œuvres de musique classique pour lancer ça. Est-ce que ce qu'on a nous dans le cerveau et notre propriété nous donne le droit à créer autre chose ou pas? Donc c'est une question qui reste ouverte, on pourra en discuter tout à l'heure. Sujet lié un peu plus grave, c'est l'utilisation donc, de ces modèles-là à des fins
illégaux, illégal. Donc là, j'ai donné un exemple, il y en a plein d'autres. C'est qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de la génération de nouvelles molécules pour la pharma qui sont générées automatiquement par des modèles, des IA génératives qui peuvent découvrir très rapidement des milliers de molécules. En général, pour simplifier, quand on génère ces molécules-là, on met un espèce de curseur pour dire efficacité maximale, toxicité minimale. Donc là, il y a des chercheurs qui se sont amusés, ils se sont dit on va faire efficacité maximale, toxicité maximale. Et ils ont développé en quelques heures 40 000 nouvelles armes chimiques. Et donc il y a des gens qui considèrent d'ailleurs que la vraie menace de l'intelligence artificielle, ce n'est pas l'IA qui va prendre le pouvoir dans le monde pour tous nous tuer, mais c'est quelqu'un qui va utiliser l'IA pour tous nous tuer avec ça. Après, ces armes, évidemment, il faut les produire, mais ça permet déjà, quand ça tombe dans de mauvaises mains, et ça peut arriver assez facilement, de trouver des recettes dangereuses. Voilà, donc pour terminer sur ce crescendo d'ambiance, je vais terminer par l'emploi. Non mais vous inquiétez pas, je vais terminer par un truc sympa. Gartner, entreprise analyste dans le monde du logiciel, considère qu'en 2033, il y aura au moins un secteur industriel dans lequel le leader sera une entreprise autonome. Ils n'expliquent pas du tout ce que ça veut dire autonome, mais globalement, on peut considérer que c'est une entreprise dans laquelle une grosse partie des décisions sont prises par des algorithmes au quotidien. J'ai trouvé aussi cette étude pour modérer un peu ça, cette étude de Goldman Sachs, que je trouvais plutôt dans le sujet de l'emploi assez intéressante. Il y a tout un texte évidemment qui va avec, que vous pourrez aller voir, qui est vraiment très clair, qui fait partie des documents les plus, je trouve, instructifs sur le sujet, où ils expliquent que globalement, vous avez en abscisse ici le pourcentage d'occupations qui existent, et en ordonnée, le pourcentage de remplacement de ces occupations par l'intelligence artificielle. Donc vous voyez qu'en fait, selon Goldman Sachs, moins de 40% ou disons plus de 30% des occupations ne seront pas du tout impactées par l'intelligence artificielle dans les prochaines années. Ensuite, on a une grosse partie des occupations qui vont être impactées à 50%. Donc l'IA va faire une partie du travail, mais pas du tout remplacer l'activité même. Puis après, il y a une espèce de pointe, vous pourrez aller voir je ne sais pas d'ailleurs dans cette étude-là s'ils donnent les différentes occupations, mais qui est au fait assez faible de métiers qui vont complètement être remplacés par l'intelligence artificielle. Et moi, dans tout ça, enfin moi et vous, dans tout ça, qu'est-ce qu'on va devenir dans ce monde donc, on vient d'explorer, qui vient quand même d'assez loin, qui n'est pas du tout récent, qui s'est développé progressivement. Donc on peut gager ce qui devient, il continue à se développer, peut-être même à un rythme plus rapide, parce qu'il y a plus de gens qui s'intéressent maintenant à ce sujet. Parce que les technologies sont plus évoluées et parce que l'IA nous permet de le développer plus vite. Qu'est-ce qu'on va devenir dans ça? Et un exemple que j'aime bien, c'est que, on revient sur la musique classique d'ailleurs, qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, pourquoi on reconnaît, quand on a beaucoup, je ne sais pas qui a écouté de la musique classique et qui a tout de suite, qui est expert en musique classique, qui a tout de suite reconnu l'œuvre de Beethoven, la vraie. Pour des experts, il n'y a aucun doute. Ils savent tout de suite reconnaître la vraie œuvre, la vraie symphonie, et celle qui a été rédigée par l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas ce doute? Qu'est-ce qui fait que quand vous êtes dans un concert de jazz, je ne sais
pas s'il y a des gens qui écoutent le jazz, ou il y a un saxo ou une trompette qui part en improvisation. Qu'est-ce qui fait que vous remarquez si ce saxo, cette trompette est réellement présent ou pas? Parfois, vous avez l'impression que le musicien n'est pas là. Il joue son improvisation, mais il n'est pas présent. Qu'est-ce qui fait ça? Il y a des chercheurs qui se sont penchés sur ce sujet, et ils ont trouvé que, en fait, il y a une corrélation entre notre perception du hasard, de la surprise, et le déversement de dopamine chez nous. C'est-à-dire que quand vous êtes en interaction avec quelqu'un, par définition, vous êtes surpris. Il y a même de la surprise inconsciente qui va se dérouler par les mouvements, par des mouvements peu perceptibles, mais que notre cerveau arrive à percevoir, qui va créer ce déversement de dopamine, qui va d'ailleurs être beaucoup plus forte quand vous êtes en face de quelqu'un en vrai, là tout à l'heure au cocktail, qu'en visio. Parce que votre cerveau n'arrive pas à aussi bien percevoir ces surprises et ces faits qui font que vous êtes surpris. Et ben, il se trouve que le random, cette fonction de surprise, d'aléatoire, c'est la seule chose que les machines aujourd'hui ne savent pas faire. Les machines binaires qui font que du 0 ou du 1 ne connaissent pas l'aléatoire. On peut programmer une fonction aléatoire qui s'appelle random en informatique, vous pouvez utiliser sur Excel, mais elle n'est pas aléatoire, elle a des instructions derrière sur la manière dont elle doit fonctionner. Et aujourd'hui, si on doit produire du vrai aléatoire avec une machine, on doit même s'appuyer sur des événements externes, ça veut dire qu'on doit donner accès à la météo, au cours de bourse, etc. Et encore, c'est du aléatoire qui reste alimenté par une information extérieure. Et là, je trouve qu'il y a un impact assez fort qu'on peut retenir, parce que aujourd'hui, quand vous êtes dans l'interaction avec une intelligence artificielle, je parie que vous n'aurez pas la même sensation quand vous chattez avec ChatGPT que quand vous êtes au cocktail avec une autre personne. Donc ça, c'est un des sujets où on a encore un gros avantage sur l'IA pendant un bon moment, et qu'on doit, surtout dans le monde professionnel, porter avec nous et y penser au quotidien, comprendre qu'est-ce qui fait que moi je suis là et je vais avoir un avantage par rapport à la présence d'une machine. Et donc cette phrase, le numérique, un remède contre les déserts médicaux, par conséquent, je suis assez dubitatif là-dessus. Je pense au contraire qu'on aura de plus en plus besoin de proximité de médecins sur place, ou d'interaction entre les médecins et les humains, parce qu'il y a une grosse partie des activités des médecins qui va être remplacée, notamment sur le diagnostic par les machines. Donc les médecins, au lieu de leur apprendre à coder pendant leurs années de médecine, devraient peut-être leur apprendre à développer plus d'empathie, faire des cours de psychologie ou autre, pour avancer, être meilleurs dans leur métier. Et ça ne concerne pas que les médecins. Donc, vous, dans votre métier à vous, qu'est-ce que vous pouvez faire pour faire face à l'intelligence artificielle et l'utiliser de manière intelligente et constructive dans votre quotidien? Je pense qu'il y a trois choses à retenir. La première, c'est continuer à apprendre. Appropriez-vous tous ces concepts qui existent, ces sujets dont on vient de parler autour des technologies, des processeurs, de comment ça marche, les différents modèles qui existent, parce que quand vous maîtrisez ce sujet-là d'un point de vue technique, vous aurez toujours un avantage sur ceux qui n'ont pas fait ce travail-là. C'est très simple à faire, vous allez sur YouTube, ça prend pas beaucoup de temps, il y a des trucs qui sont super sympas, ça se consomme en 3 minutes, il y a vraiment des choses qui sont accessibles à tout le monde, et qui sont expliquées de manière compréhensible pour tout le monde. Il n'y a pas du tout ce côté magique derrière l'IA. Vous êtes capable d'aller voir en quoi consistent ces technologies pour vous les approprier, et aussi mieux lire ce que les éditeurs, par exemple, vont vous proposer au quotidien. Vous aurez un regard plus critique. Vous serez meilleur dans votre métier parce que vous saurez juger
si c'est utile ou pas pour vous, et peut-être mieux les challenger sur la manière dont ils peuvent développer et vous aider dans votre métier. La deuxième chose, c'est l'approfondissement de votre expertise. C'est-à-dire que vous avez vu les modèles, aujourd'hui ils sont très généralistes, ils vont devenir plus experts, il va avoir des modèles plus experts. Essayez de suivre ce que les IA savent faire et parallèlement suivez ce qu'ils ne savent pas faire. Parce qu'il restera plein de sujets qu'elles ne seront pas traités et spécialisez-vous sur ces sujets-là. C'est notamment dans l'interaction probablement avec vos clients, la proximité, la compréhension de leur souci quotidien, qui ramène le troisième sujet, résolvez les problèmes de vos clients. Ça a l'air simple comme ça, mais avec l'arrivée de l'IA, vos clients vont faire appel par eux-mêmes à des IA. Il y aura des IA qui seront spécialisées sur le domaine de l'expertise comptable. Donc les clients vont y aller, ils vont les interroger comme aujourd'hui ils font avec ChatGPT. Donc demandez-leur quel est leur problème après avoir interrogé ces outils-là pour ensuite les aider dans ces problèmes-là. Tant que vous les écoutez, vous serez à leur côté et vous travaillerez en symbiose avec les intelligences artificielles qui seront à votre disposition, mais qui seront aussi à la disposition de vos clients. Donc, pour résumer, l'intelligence artificielle, c'est une boîte à outils, de plein d'outils différentes, plein d'intelligences différentes, que vous pouvez utiliser comme une boîte à outils pour accrocher un cadre ou pour construire une cathédrale. Donc, appropriez-vous ces outils, réglez de vrais problèmes avec ces outils, parce que vous ne serez pas remplacé par l'IA, vous serez remplacé par quelqu'un qui sait utiliser l'IA. Merci. Merci beaucoup. Heureusement que tu m'avais averti avant de monter en disant j'ai un peu secoué. Parce qu'effectivement, il nous a titillé là. Hein, on est tous d'accord, il nous a un peu secoué. Alors, il y a un autre élément extrêmement positif dont il n'a pas parlé. C'est que lui, il se sert de tout ça pour faire du bien. Et ça c'est fondamental. Donc, discute aussi, merci beaucoup. Non, mais... Donc un grand merci. Tu restes un peu avec nous là dans la foulée ou tu repars tout de suite? J'ai un train juste avant 19h. Malheureusement, je dois partir. Bon. Mais avec plaisir, il reste quelques minutes pour discuter. Ah oui, vous avez éteint. Non, sinon, je ne sais pas, il y avait quelques livres que j'avais mis en annexe, mais vous pouvez la diffuser si vous voulez. On diffusera dans la foulée à tout le monde. Encore merci. Merci à tous. Comme l'a dit Francky, écoute, non, pas de questions, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure et je viens de te le dire, tu nous as vraiment secoué. Donc pour l'instant, il faut qu'on digère. Ta dernière slide, elle est top. C'est effectivement la phrase qui a été dite là, elle est vraiment percutante encore une fois, sur apprenez à l'apprendre, enfin à l'utiliser, et à partir de là, vous ne serez pas détrôné, donc pas de problème. Tout ça, c'est extrêmement positif. Et tu me l'avais dit là aussi. Juste pour te remercier de ton intervention, on va avoir besoin d'un peu de remontant. Ce soir, on va essayer de faire face à ça. En tout cas, on te fait un petit présent. C'est des produits de chez nous. Tu verras qu'il y a de quoi te remonter un petit peu le moral si jamais il n'était pas au beau fixe. Merci beaucoup. Merci. Donc maintenant, la séance est levée. Les bus nous attendent. Les bus nous attendent. On est parti. Merci à tous. À tout à l'heure.